tout le monde, je suis Marc-André Ferguson, je suis fondateur de Final Cut Montréal. Ce soir, on a une soirée online, comme on fait plusieurs fois par année, et ce soir, particulièrement, on traite de la stéréoscopie 3D. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir, premièrement, qu'est-ce que c'est de la stéréoscopie, qu'est-ce que ça mange en hiver, qu'est-ce que ça prend pour tourner ça, les trucs qu'il ne faut pas oublier à la planification, à la scénarisation, au tournage et évidemment à la post-production où tout se retrouve. Il y a un adage qui est très important à se souvenir quand on fait la stéréo, c'est que tu ne peux pas arranger ça au montage, mais tu peux donner mal à la tête au monde. Donc, les réalisateurs et les producteurs qui pensent qu'on peut soigner de la 3D, ils se trompent. Alors, on va tout pouvoir démontrer ça ce soir, surtout avec l'appui de Panasonic qui va nous montrer en détail la nouvelle AG3D-A1, leur caméscope 3D à 2 lentilles, qui nous permet de tourner en stéréoscopie avec une seule caméra assez facilement pour toutes sortes de productions. Et les résultats sont quand même assez convaincants. C'est très intéressant. On a hâte de vous montrer ça. Et ensuite, on va montrer 2 flux de post-production. Il y a un plugin pour Final Cut Pro de Tim Dashwood, qui est le Stereo 3D Toolbox, qui fait partie de la suite FX Factory. Et il y a aussi une solution beaucoup plus robuste qui s'appelle Cineform 3D, Neo 3D, c'est-à-dire, excusez-moi. Et c'est une espèce de couche de metadata qui vit au-dessus de Final Cut ou de Avid ou de Premiere qui te permet de mixer 2 tracks ensemble pour pouvoir faire de la stéréoscopie facilement et de faire un output avec une des multiples solutions d'output vidéo maintenant, que ce soit la Kona 3D de Aja ou la solution de Blackmagic Design qui va te permettre d'outputter directement sur un moniteur 3D, qu'il soit actif ou passif. Il y a un truc très important à se souvenir, c'est que quand tu travailles en 3D, tu as 2 fois plus de matériel. Donc déjà là, quand tu travailles en HD, tu vas avoir le double de l'espace disque que tu as besoin. Et en plus, si tu travailles avec une solution comme Cineform, tu vas avoir le triple parce qu'il va prendre ton œil gauche, ton œil droit et te faire un 3e fichier qui contient les deux en espèce de clip stéréoscopique. Ensuite, tu fais ton montage comme si de rien n'était. C'est le fun d'être capable de visionner ton montage avec un moniteur 3D parce que tu veux voir c'est quoi la perception que tu vas avoir quand tu regardes en 3D. Donc, ça te prend du matériel qui te permet d'outputter du 3D, que ce soit une carte NVIDIA sur un moniteur comme un Alien Brain ou si tu veux une sortie vidéo, tu vas peut-être avoir une carte Kona 3D par exemple et un moniteur qui te permet de faire du 3D comme un moniteur de Panasonic avec 2 entrées vidéo, puis des lunettes. Et là, tu as toutes sortes de façons de visionner ça aussi. Tu peux avoir des lunettes anaglyphes, c'est le petit côté 3D cheap qu'on aime détester, en bleu et rouge. Tu as des lunettes passives, tu as des lunettes actives. Si vous achetez une télévision 3D chez Feature Shop, tu peux avoir des paires de lunettes à 150 $ parce que tu mets des piles dedans et ce sont des lunettes actives. Le truc qui est très important, c'est que quand tu fais du montage en 3D, il faut que tu choisisses ce sur quoi le téléspectateur, son regard va converger. Quand vous regardez votre doigt comme ça, vous mettez votre doigt, vous pouvez regarder le doigt ou vous pouvez regarder ce qu'il y a derrière, mais c'est vous qui choisissez qu'est-ce qui est au foyer au niveau de la convergence. Mais quand vous faites du 3D, c'est vous qui devez choisir pour votre public. Donc, non seulement tu fais ton montage de façon linéaire, gauche-droite dans un timeline, mais il faut aussi que tu fasses ton montage dans la profondeur. Donc, disons que tu as 2 éléments comme ça. Quand on fait, en cinéma, on fait souvent des techniques qu'on appelle faire un rack focus, où est-ce que tu changes le foyer de, disons, ma main gauche ici à ma main droite, avec la bague de foyer. Tu peux faire la même chose avec la convergence. Les 2 items peuvent être au foyer, mais pas nécessairement converger. Donc, toi, tu peux faire et d'ailleurs, tu dois faire une 2e partie de montage qui consiste à ajuster l'animation de la convergence des faux yeux, donc des lentilles de la caméra, pour décider pour le téléspectateur ce qui doit être au foyer. Ce qui est un petit peu gossant, c'est que tu dois deviner ce que tu crois que les gens vont regarder en premier. Quand tu regardes un film comme Avatar, où il y a des shots en mouvement, d'habitude l'action se passe en plein centre de l'écran. Mais ça peut arriver que tu vas décider de regarder le château qu'il y a derrière parce que tu trouves le décor est super beau. Puis tu te demandes pourquoi le château est flou. Mais c'est parce que les monteurs ont dit non, il faut que tu regardes le héros qui est sur son espèce de ptérodactyle. C'est ça qui est au foyer. C'est là-dessus qu'on a décidé de faire la convergence. Fait que le château qui est en arrière, tu ne le vois pas. Sinon, tu utilises des artifices. Dans le cas d'un film comme Alice au Pays des Merveilles, par exemple, tout ce qui est dans le background est flou. Ils ont volontairement décidé qu'on ne converge pas là-dessus, on ne met pas ça au foyer et donc tout est flou.
Tous les décors ont été rajoutés par la suite, tout a été tourné en green screen. Et donc, tu as vraiment tes personnages. Tu as Helena Bonham Carter, tu as Johnny Depp. Eux autres sont au foyer. La convergence se fait sur eux. Puis tout ce qui se passe derrière, ben, c'est flou. Donc, tu n'as pas de problème de stéréoscopie. Est-ce que tu as, ton parallaxe qui ne marche pas, ta convergence qui ne marche pas? Mais si tu travailles, par exemple, avec une caméra comme la Panasonic qu'on montre ce soir, c'est très, très facile d'avoir des problèmes de convergence. Donc, il faut que tu choisisses ce sur quoi le téléspectateur doit converger. Donc, il y a plusieurs trucs pour tourner de la stéréoscopie. Il y a d'excellentes didacticiels qui existent maintenant là-dessus. Mais ce qui est très important, c'est de toujours se rappeler que ton cadre, ton image ne doit pas être trop busy. Il ne doit pas avoir trop d'éléments dans ton image. Surtout pas ton sujet puis un élément en avant-plan, un élément en arrière-plan. Il ne faut pas que tu fasses ça parce que sinon, l'œil du spectateur va être mélangé. Il ne saura pas sur quoi regarder. Ça se résume dans une solution très, très simple. À Hollywood, ils appellent ça le depth scripting. Donc, tu scénarises les scènes dans lesquelles il va y avoir de la profondeur. Okay? Et il y a une espèce de courbe qui se fait, puis ça ressemble à un électroencéphalogramme, où est-ce que tu dis, bon, ben là, il y a un petit peu de profondeur, un petit peu plus de profondeur, puis là, il y a une espèce de truc comme ma main qui arrive comme ça, tu sais. Tout de suite après, il faut que tu reposes les yeux, il faut que tu reposes le cerveau du téléspectateur, il faut que tu aies une image qui est assez flat. Donc, tu peux même revenir en 2D. C'est un procédé que James Cameron a utilisé beaucoup dans Avatar. En fait, à moins d'avoir vu les making-of qui ne sont pas encore sortis ou les entrevues qu'il y a eu sur le web, tout ça, une chose à savoir à propos de Avatar, c'est qu'il n'y a rien qui sort de l'écran. Tout est derrière. Et c'est pour ça que ça marche très bien. C'est qu'au lieu de faire sortir des éléments comme ça, comme on faisait dans les années 60 ou comme des tentatives de faire des films comme ça, comme le Choc des Titans qui est sorti récemment, tu crées seulement ta profondeur à partir de l'image. Donc, tout ce que tu vois dans Avatar se passe de l'autre côté de l'écran de cinéma. Ça donne moins mal au cœur. Et c'est plus facile de faire justement des scènes flat où tout se passe derrière. Ils ont tout simplement mis le décor en arrière, puis même les éléments ou les ptérodactyles, justement, sont plus ou moins en 3D. Puis c'est correct, ça, parce que ça te permet justement d'apprécier l'image, puis de reposer tes yeux un petit peu, puis de ne pas chercher à faire le foyer sur un élément ou un autre. Oui, parce que tu dois passer énormément de temps à faire des tests. Quand tu tournes en 3D, tu dois aussi regarder et monter le plus possible sur un écran du format dans lequel va être projetée ton image. Donc, si tu montes une série télé, tu veux regarder ton montage sur une télévision en 3D pour pouvoir ajuster la convergence. Parce qu'un élément, disons, sur ton écran d'ordinateur qui a l'air d'être à 2 cm de ton écran est peut-être à 2 mètres de l'écran quand tu arrives au cinéma sur un écran de 60 pieds. La profondeur est directement proportionnelle à la largeur de ton cadre aussi, qu'on appelle la fenêtre de projection. Donc, il faut faire très, très attention à ça et il faut être en mesure de regarder son produit final le plus souvent possible sur le format de distribution. Par exemple, ceux qui ont travaillé sur, je crois que c'est Avatar, justement, encore, c'est un exemple. Bon, Avatar, c'est la référence maintenant en 3D. Ceux qui ont travaillé sur Avatar, ils regardaient leurs images sur leur écran, mais ils n'avaient pas d'écran 3D. Le directeur des effets ne voulait pas qu'il y ait d'écran 3D parce qu'il voulait que les monteurs, les compositeurs, les animateurs jugent de leur travail dans la salle de cinéma. Donc, les équipes, à tour de rôle, bookaient la salle de visionnement et allaient dans la salle de visionnement regarder leurs shots pour voir si ça marchait. Donc ça, c'est très, très, très important. Donc, si tu fais de la télé en 3D, par exemple, tu veux regarder, même pendant que tu montes, ton 3D. Très pratique quand tu travailles avec un logiciel comme Cineform parce que tu veux justement ajuster ta convergence au fur et à mesure. Tu mets des keyframes d'animation. Et ça, c'est un procédé qui est très, très long. Tu sais, faire 1 minute, si tu as plusieurs shots, ça peut te prendre 3 heures. Parce que tu veux vraiment ajuster tout ça. Surtout si tu as de l'animation dans l'image. Tu as un personnage qui se déplace, puis qui approche de la caméra. Là, c'est sûr que la convergence, elle a changé parce que le personnage est plus proche de ta lentille. Évidemment, il y a des trucs que tu ne peux pas corriger si le personnage vient trop proche. C'est parce que tu as une distance à respecter au niveau de faut que ton sujet soit 30 fois, au minimum 30 fois la distance interoculaire de tes 2 lentilles. Donc, si tu as 2 caméras collées une à côté de l'autre, tu sais, donc peut-être où le centre de la lentille de gauche est à 6 pouces du centre de la lentille de droite, il faut que ton sujet soit à 180 pouces.
T'sais. Donc, c'est pour ça que d'habitude, quand on dit qu'on tourne en 3D avec deux caméras côte à côte, il faut que ton sujet soit à 3 mètres minimum. Il y a beaucoup de choses à calculer. Faire du 3D, si j'ai une chose à dire pour que les gens comprennent, faire du 3D, c'est aussi compliqué que de passer du noir et blanc à la couleur. C'est un aussi gros changement que ça. C'est pas juste de passer du SD au HD où est-ce que tu dis ben, j'ai plus de résolution, l'image est un peu plus grosse, mais j'ai tourné à peu près de la même façon. C'est vraiment comme quand on est passé ça serait comme passer du cinéma muet au 35 mm en couleur. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération, beaucoup de calculs mathématiques à faire, beaucoup de préparation aussi.